C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce massacre au Soudan du Sud. Au moins 176 personnes ont été tuées dans une localité située à la frontière avec le Soudan. Les autorités locales n'ont pas encore déterminé les raisons de ce drame, mais la piste des violences intercommunautaires est privilégiée. La correspondance régionale à suivre. Les réactions aux sanctions contre les forces armées rwandaises et 4 de ses hauts responsables en République démocratique du Congo. Les autorités saluent cette décision du Trésor américain, une décision qui fait espérer un retour de la paix. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et justement, nous ferons un point avec notre invité sur les différents efforts de paix dans l'est de la RDC. Léonard Okitundu, ancien ministre des Affaires étrangères et des droits de l'homme et député. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Ce bilan macabre au Soudan du Sud. Au moins 176 personnes ont été tuées dans une localité située à la frontière avec le Soudan. Les autorités locales évoquent des violences intercommunautaires. La correspondance régionale d'Élodie Cousin. C'est un groupe de jeunes originaires du comté voisin selon les autorités qui a donc pris d'assaut Abiamnon qui se situe au nord du pays. Le bilan provisoire s'élève à 176 morts, mais pourrait être beaucoup plus élevé. Médecins sans frontières a annoncé avoir traité 80 blessés, dont beaucoup sont encore en urgence absolue. Et les casques bleus présents dans la région ont annoncé avoir accueilli près de 1000 civils, dont de nombreux blessés. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est difficile à dire. Les violences intercommunautaires sont assez récurrentes au Soudan du Sud. Il y a un an, au même endroit, il y avait déjà une attaque qui avait fait une 50aine de morts. Mais voilà, les violences ne cessent d'augmenter dans cette région, notamment entre les partisans d'Inka, du chef de l'État Salva Kiir, et ceux de l'opposant Riek Machar, d'origine nuer, malgré un traité de paix signé en 2018. Riek Machar est d'ailleurs en état d'arrestation, en résidence surveillée, et son procès pour trahison a lieu en ce moment dans la capitale, Djouba. Les autorités du comté estiment donc que cette attaque était prévue de longue date et que le nombre d'assaillants n'a laissé aucune chance à la population sur place. Elles demandent aujourd'hui à ce qu'une enquête soit ouverte et accusent les autorités du comté voisin sur fond donc de tensions entre les communautés Dinka et Nuer. Et puis au Soudan, une frappe de drone sur une centrale électrique menée par les paramilitaires des forces de soutien rapide a provoqué une panne de courant à El Obeid, capitale de l'État du Kordofan Nord. La ville située à environ 350 km au sud-ouest de Khartoum se trouve le long d'une route stratégique reliant le Darfour, contrôlée par les forces de soutien rapide à Khartoum sous le contrôle de l'armée régulière. En bref, la CEDEAO a annoncé sa décision de créer une force africaine de lutte contre le djihadisme, une décision prise ce week-end à Freetown. Cette force dite d'attente sera composée de 2000 hommes stationnés dans leur pays d'origine et disponibles pour être déployés en cas de besoin. En République démocratique du Congo, les sanctions américaines contre des hauts responsables militaires rwandais sont saluées par les autorités congolaises. Cela fait longtemps qu'ils réclament des sanctions ciblées contre Kigali. Ces sanctions font naître un espoir de paix dans l'est du pays où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Avec ces sanctions, les États-Unis envoient un signal fort à Kigali. Alors sont sanctionnés 4 hauts responsables militaires rwandais, mais surtout les forces de défense du Rwanda. Le Trésor américain justifie cette sanction en affirmant que l'armée rwandaise soutient, entraîne et combat activement aux côtés des rebelles du M23, un groupe sanctionné par les États-Unis et les Nations Unies. Alors ces sanctions entraînent le gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction avec des personnes ou des entreprises américaines. Ces sanctions, affirme le Trésor américain, illustrent la détermination des États-Unis à faire respecter les accords de paix de Washington. Il demande le retrait immédiat des troupes, des armes et du matériel des forces de défense rwandaises du territoire congolais. Alors les autorités congolaises ont exprimé leur profonde reconnaissance envers les États-Unis pour leurs efforts visant à restaurer la paix dans la
la région, mais surtout pour Kinshasa, ces sanctions représentent un espoir, celui de faire pencher la balance sur les lignes de front où les combats se poursuivent. Ce week-end, les rebelles du M23 ont de nouveau lancé des drones kamikazes en direction de l'aéroport de Kisangani. Un acte de représailles selon l'AFC M23 qui dénonce des attaques de drones de l'armée congolaise sur ses positions. Alors que signifient ces sanctions? Vont-elles faire avancer la paix? Qu'en est-il des différents processus de paix? Autant de questions que nous poserons à notre invité Léonard Oketundu, ancien ministre des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme, mais également député, vice-président de la Commission des Relations extérieures au Parlement. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, votre réaction sur ces sanctions contre les forces armées rwandaises. Pourquoi, à votre avis, cela est intervenu hier? Mais c'est très important ces sanctions parce que, comme vous savez, après une offensive diplomatique extraordinaire menée par le président de la République, Félix Tshisekedi, une offensive tous azimuts pour faire reconnaître l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda, une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette résolution a été adoptée à l'unanimité, et en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, c'est une décision qui est contraignante. Et la résolution sommet Kigali à retirer immédiatement ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, et en même temps, sans condition préalable. Et c'est tout appui au M23. Mais, comme vous voyez, le Conseil de sécurité, malgré que ce soit les 5 permanents qui se sont impliqués dans cette résolution, le Conseil ne dispose pas d'un organe chargé de l'exécution de ces décisions. C'est tout le problème. C'est pour cette raison que, finalement, le président de la République a pris cette initiative aussi de chercher des États qui ont de bonnes relations avec Kigali pour amener ce pays à retirer ses troupes de la République de Bouratil-Congo en exécution de la résolution. Mais pourquoi... C'est ça le processus de Doha et enfin du Qatar. Pourquoi ça intervient maintenant alors que les États-Unis sont occupés sur un autre front au Moyen-Orient avec ces attaques sur l'Iran? Pourquoi maintenant? Alors que ça fait des mois que la RDC demande des sanctions. Mais tout à fait, c'est parce que, comme vous l'avez remarqué, vous avez rappelé l'accord de Washington qui a été parrainé par le président Trump. Et une semaine après la signature de cet accord, Kigali a équipé encore une fois le M23 et ce mouvement a occupé Uvira, qui est une ville à la frontière avec le Rwanda et avec le Burundi. Et c'est là justement que effectivement ça a provoqué l'ire du président Trump. Et déjà, nous savions que des mesures étaient en train d'être préparées pour finalement prendre cette décision des sanctions. C'est pour vraiment un avertissement solennel maintenant qui est adressé à Kigali. J'espère qu'ils en tiendront compte parce qu'il y a eu une gradation dans ces sanctions. Aujourd'hui, c'est encore des sanctions au niveau bilatéral entre les États-Unis et le Rwanda. Mais je pense que le comité de sanctions au sein des Nations Unies va prévoir d'autres sanctions qui sont beaucoup plus dissuasives et coercitives. Alors justement, est-ce que cette pression diplomatique suffira à convaincre le Rwanda à cesser son soutien au M23 ? À notre avis, oui. Mais c'est pour cette raison que là, c'est encore des sanctions ciblées adressées à des personnalités. Mais cette fois-ci, il faut qu'il y ait des sanctions qui impactent le fonctionnement même de l'État rwandais. C'est à partir de ce moment-là que Kigali sentira qu'effectivement... Ça a quand même un impact, puisque les troupes rwandaises, par exemple, ne pourront plus être mandatées par l'ONU. Effectivement. Par exemple au Mozambique, où elles sont présentes. Effectivement. Parce que là, c'est vraiment une incohérence incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, le pays est agresseur, mais de l'autre côté, il participe à des opérations de maintien de la paix, ce qui est complètement contradictoire. Donc, il faut vraiment résoudre ce problème le plus rapidement possible. Nous pensons que cette année 2026 est une année qui est propice à l'obligation faite par le Conseil de sécurité au Rwanda pour qu'il retire ses troupes du territoire congolais. Alors, est-ce que cela ne risque pas aussi d'encourager Kinshasa, les autorités congolaises, à poursuivre leur offensive ? Bon, comme vous voyez, nous sommes en légitime défense. Nous, ce n'est pas nous qui avons attaqué Kigali, qui avons attaqué le Rwanda. C'est le Rwanda qui, non seulement
a mené une agression, mais occupe 2 provinces importantes de notre pays. Donc nous nous défendons, nous ne sommes pas des agresseurs. Par conséquent, chaque fois que le Rwanda viole le cessez-le-feu, inévitablement, la République démocratique du Congo est dans l'obligation de réagir pour protéger sa population. Les sanctions sont-elles une solution pour vous au conflit dans l'est de la RDC? Est-ce que ça peut vraiment mener à une paix durable? Moi, je pense que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, a les moyens d'imposer la paix par une diplomatie coercitive. C'est ce que nous réclamons. Parce que, comme vous l'avez remarqué, je crois que la solution militaire a été exclue pour la résolution de cette crise. On nous a forcés à nous asseoir autour de la table pour régler ce problème. Mais ici, ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que nous sommes agressés. Et que même ces sanctions, c'est une reconnaissance formelle de l'agression dont nous sommes victimes en violation de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Alors, pour parler des processus de paix, des initiatives internationales, celles de Doha, Washington, ne doivent-elles pas être aussi couplées d'initiatives nationales, notamment de dialogue politique pour arrêter les conflits? Par exemple, l'opposition appelle à la tenue d'un dialogue inclusif. Est-ce pour vous une solution? À mon avis, non. Et c'est là que nous divergeons. C'est-à-dire le principe même du dialogue. Nous ne pouvons pas le contester. Ça a toujours été un mécanisme important pour la résolution de certaines crises majeures dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Mais dans le contexte actuel, il y a 2 provinces importantes du pays qui sont occupées par l'État agresseur. Par conséquent, le conflit que nous vivons actuellement à l'Est n'est pas un conflit interne. C'est un conflit qui a pour origine l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Donc nous nous trouvons là devant 2 contradictions. L'une principale, c'est l'agression dont le pays est victime, et puis l'autre secondaire, c'est-à-dire il y a des revendications sur le plan interne qui sont exprimées par certains opposants. Mais pour l'instant, dès lors que le pays est attaqué, chaque patriote doit se sentir agressé dans son intégrité, parce qu'il y va de la protection de la souveraineté de la République démocratique du Congo et même de l'intégrité territoriale. Comparaison n'est pas raison. Est-ce que vous croyez que vraiment le président Zelensky, actuellement en Ukraine, à l'unanimité derrière lui dans la gouvernance? Non, pas du tout. Mais pour l'instant, les opposants estiment que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est l'agression. Donc il faut d'abord sauver le pays. On verra l'autre problème par la suite. Très rapidement, que peut jouer le continent africain et notamment l'Union africaine? Quel rôle peut-elle jouer dans la paix en République démocratique du Congo? Encore une fois, sur le plan diplomatique, nous avons la chance aujourd'hui, toujours encore avec l'offensive diplomatique du chef de l'État, d'être présent au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tout comme on est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que la solution, pour l'instant, elle est diplomatique. Mais Kigali doit savoir que la patience a trop duré et qu'à un moment donné, je pense qu'il peut être l'auteur d'une véritable conflagration, parce que je ne pense pas que les Congolais accepteront de tenir encore longtemps et supporter encore longtemps l'occupation des 2 provinces avec les conséquences que cela implique, déplacement des populations, à peu près 7 millions à l'interne et à l'externe. Merci beaucoup Léonard Oketundu, ancien ministre des Affaires étrangères et des droits de l'homme et vice-président de la Commission des relations extérieures en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Prenez soin de ceux que vous aimez en regardant la météo avec Pierret Portes et Fenêtres et sa garantie totale de 20 ans. www.pierret.net.